Monsieur Bernard Cazeneuve, vous grandissez dans l'Oise où votre père, pied noir d'Algérie, est instituteur ainsi que responsable de la section du Parti socialiste de l'Oise. Vous menez une carrière de juriste avant d'intégrer différents cabinets ministériels au début des années 90. En 1994, vous êtes élu conseiller général de la Manche avant de devenir maire de Cherbourg-Octeville, puis député de la 4e circonscription de la Manche en 1997. De 2012 à 2013, vous êtes nommé ministre délégué aux Affaires européennes auprès de Laurent Fabius. Après la démission de Jérôme Cahuzac en 2013 pour des petits problèmes de gestion de patrimoine, vous le remplacez au poste de ministre délégué au budget. En 2014, oula, pardon, petit souci informatique. En 2014, vous êtes nommé ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Manuel Valls. Votre passage à Beauvau est marqué par une série d'attentats de terroristes d'ampleur inédite. Après la démission de Manuel Valls en décembre 2016, vous êtes nommé député pour le remplacer à la tête du gouvernement jusqu'à la fin du mandat du président François Hollande. En 2012, en désaccord avec l'alliance convenue avec LFI pour les élections législatives, vous tournez le dos au PS avant de lancer votre propre mouvement politique, la Convention, le 1er février 2023. Mesdames et messieurs, je vais vous rappeler le déroulement de cette conférence. Au début, nous allons commencer par quelques simples questions posées par Margot et Amine, avant de passer au contenu exclusif des rencontres, à savoir la Minute Réaction. Quelques images seront projetées et M. Cazeneuve devra y répondre le plus brièvement possible. À la fin, ce sera à votre tour de parler et des micros passeront dans l'Assemblée pour que vous puissiez lui poser des questions. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour M. Bernard Cazeneuve. Super, on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir à tous. Je vous en prie. Je voudrais simplement vous remercier de m'offrir l'hospitalité de cet amphithéâtre, de m'avoir invité, vous dire le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver. Eh bien, merci. C'est nous qui sommes honorés. On va pouvoir commencer. Donc, la première question, ce sera pourquoi avoir lancé votre mouvement à la Convention et est-ce qu'on peut y trouver de potentielles ambitions pour les présidentielles de 2027 ? D'abord, j'ai lancé cette convention, non pas pour faire un mouvement politique ou un parti politique de plus, c'est ni un mouvement ni un parti politique. La convention, c'est une sorte de think tank, un lieu de réflexion, un point de convergence de tous ceux qui sont à gauche, qui ne se reconnaissent pas dans l'alliance avec la France insoumise, qui croient à la nécessité de structurer un mouvement socialiste, républicain ou social-démocrate en France, qui pensent qu'il n'y aura pas d'union de la gauche aussi longtemps que ce mouvement ne se sera pas constitué et qu'il n'y aura pas de possibilité pour la gauche de revenir au pouvoir aussi longtemps que cette force centrale n'aura pas repris une partie de l'espace occupé jadis par le Parti socialiste et récupéré pour partie par Emmanuel Macron. Donc, moi, j'ai créé ce mouvement parce que lorsque les socialistes ont décidé de s'allier avec LFI, je n'ai pas tourné le dos au Parti socialiste, contrairement à ce qui a été dit, mais c'est le Parti socialiste qui a tourné le dos à une partie de son histoire et de sa tradition. Et j'en ai tiré les conclusions pour rester fidèle à ce que sont mes propres convictions, c'est-à-dire une filiation avec la gauche de Blum, avec celle de Badinter, avec celle de Mendès France. J'ai préféré créer ce grand espace de réflexion, ce think tank politique, plutôt que de rester dans une alliance dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise. Donc je l'ai fait par conviction, par fidélité, par volonté de rester moi-même. Voilà. Merci. Alors, selon un sondage du site Toute l'Europe datant du 2 mars 2024, Jordan Bardella obtiendrait 29% des voix des votants pour les élections européennes qui arrivent. Est-ce que cela vous inquiète ? Cela m'inquiète et c'est là même, je dirais, mon principal sujet de préoccupation. Si je souhaite une gauche autrement orientée, c'est parce que je pense que sans un parti social-démocrate ou socialiste de gouvernement, la possibilité de créer les conditions d'une alliance large pour éviter l'avènement du Rassemblement national se trouveront fortement réduites.
Il y a plusieurs hypothèses d'éviter le Rassemblement national. La première hypothèse, c'est de créer les conditions d'une alliance très large à partir du centre-gauche pour faire en sorte que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir. Et cette alliance large de centre-gauche doit constituer aussi une alternative à l'actuel pouvoir, celui du président de la République actuelle. Et puis la deuxième hypothèse, c'est de créer les conditions d'une grande coalition du type de celle qui peut exister en Allemagne, ce qui supposerait d'ailleurs pour y parvenir qu'on décida de rétablir le scrutin proportionnel, ce serait plus facile. Mais or, la grande coalition est un rassemblement des Français autour des valeurs de la social-démocratie. Je ne vois pas comment on évite Marine Le Pen. Donc c'est précisément parce que j'ai cette préoccupation-là que j'ai fait les choix politiques que j'ai fait. D'ailleurs, vous avez remarqué que la création de cette alliance autour de la NUPES, dont la France insoumise est le centre, n'a pas contribué à réduire l'audience du Rassemblement national, mais au contraire à la conforter. Parce que lorsque vous prenez sur tous les sujets des positions outrancières et que vous avez des comportements qui apparaissent comme très éloignés de ce que sont les préoccupations et surtout les attentes d'une majorité de Français, vous donnez de la respectabilité à ceux qui sont en quête de respectabilité et dont la mue politique est nécessaire pour arriver au pouvoir. Donc je pense que les comportements excessifs, radicaux, outranciers de la France insoumise et de l'alliance dans laquelle elle a engagé la gauche ont contribué à donner au Rassemblement national une légitimité qu'on aurait dû, au contraire, essayer de lui retirer. Merci. Justement, on en parlait. Vous avez déclaré en interview sur France 2, sur tous les sujets, la France insoumise prend des positions contraires à ce qui est notre héritage. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec cette déclaration ? J'ai l'habitude d'être en accord avec ce que je dis, sinon je ne le déclarerai pas. Je l'ai dit parce que je le pensais, et comme je le pensais, je le pense encore. Car rien de ce que j'ai vu du comportement de LFI m'a donné le sentiment que j'avais commis une erreur d'analyse politique en disant cela. Et je prends des exemples très concrets. Lorsque Mélenchon dit la police tue, le message qu'il envoie à des générations de jeunes dans les quartiers les plus sensibles, c'est pas qu'il y a un problème de sécurité dans la relation entre la police et les jeunes dans les quartiers. Ce qu'il envoie comme message, c'est qu'il y a des instructions données à la police pour qu'elle s'en prenne aux jeunes, les discrimine et finalement les tue. Bon. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur 3 ans. Je sais qu'il peut y avoir des manquements dans la police à des obligations déontologiques. Je le sais, je l'ai vu et je l'ai sanctionné. Mais ce n'est pas parce que vous avez des individus dans la police qui manquent à leurs obligations déontologiques que la police, comme corps administratif, comme administration régalienne, est tout entière tendue vers l'organisation des discriminations. Et qu'elle reçoit d'ailleurs pour ce faire des ordres de la part de ceux qui ont le pouvoir, et qu'elle serait légitime à organiser les discriminations et la violence, précisément parce que ceux qui la dirigent lui auraient demandé de se comporter de la sorte. Non. Ceux qui dirigent la police en France, dès lors qu'ils sont républicains, sont attachés à voir la police se comporter de façon déontologique, et lorsque la police manque à ses obligations déontologiques, il faut la sanctionner très durement, et il faut le faire de façon systématique. Donc, si vous envoyez le signal à la jeunesse des quartiers de France qui souffre, qui peut avoir le sentiment de contrôle aux faciès, de comportement discriminatoire, que la promesse républicaine a été ruinée par la consubstantialité de la police et à la violence, et que cette consubstantialité serait le fruit de l'abandon par ceux qui dirigent l'État de la promesse républicaine, vous créez les conditions d'attention la plus grande entre les forces de police et les citoyens. Donc ça, pour moi, c'est irresponsable. Le fait qu'on se batte contre la loi relative aux retraites, je le comprends. Moi-même, j'étais très défavorable à cette loi. Le fait qu'on mette sous le pied d'un parlementaire un ballon sur lequel est posé l'effigie du ministre du Travail, c'est un comportement qui, sur le plan institutionnel et sur le plan de la violence symbolique, est tout à fait contraire à ce qu'est la tradition républicaine dans notre pays. Bon. Expliquer que ceux qui ont tué le 7 octobre dans les territoires sont des résistants, non, qu'on se batte pour la cause palestinienne, ça je le comprends,
Qu'on se batte pour 2 États, je le comprends. Qu'on dénonce la politique de Netanyahou, non seulement je le comprends, mais je le fais, c'est nécessaire. Mais que l'on se mette à expliquer que des terroristes qui ont commis les crimes, les viols abjects du 7 octobre sont des résistants, ça, je ne l'admets pas. Je vous ai pris 3 exemples, je pourrais en prendre plein d'autres. Ça, c'est pas ma gauche, ça ne sera jamais ma gauche. C'est de la même manière, aller manifester avec tous les représentants du communautarisme, alors que Jean-Luc Mélenchon lui-même a été l'un des plus laïques des représentants républicains et qu'il a longtemps incarné la pensée laïque dans le camp à gauche. C'est une dérive que je ne peux que condamner, qui est très loin de ce qu'ont pu porter Robert et Elisabeth Badinter et les pères fondateurs de la laïcité en France, qu'il s'agisse de Jules Ferry, d'Émile Combes, de Georges Clémenceau et de tant d'autres. Donc moi, je m'inscris dans cette tradition républicaine. Et je ne considère pas que la gauche ne soit plus belle lorsqu'elle met de plus en plus de monde en colère dans une impasse. La gauche est plus belle lorsque elle est au contraire, par l'espérance qu'elle suscite, un facteur d'apaisement, mettant de plus en plus de monde sur un chemin qui permet des progrès sociaux, des compromis, des luttes, etc. Donc, moi, je suis non seulement fidèle à ce que j'ai dit, mais convaincu que cette gauche-là est une impasse, et une impasse qui empêchera la gauche pour très longtemps de revenir aux affaires. Merci. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un nouveau plan Place Net XXL pour lutter contre le trafic de drogue dans les grandes villes au nom de la sécurité urbaine. D'après votre expérience en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, que pensez-vous de la stratégie adoptée par Gérald Darmanin ? Bon, la personne qui m'a gentiment présenté tout à l'heure a dit que j'avais grandi dans l'Oise. Non, j'ai pas grandi, j'aurais aimé. Et donc, je me méfie des plans XXL, ils ne sont pas à ma taille. Moi, je suis plutôt S. S small, c'est-à-dire modeste et effectif. Si on veut que les plans soient sérieux, il ne faut pas présenter tous les matins des plans XXL qui ne se traduisent par aucun effet. Il faut présenter des plans qui correspondent à une volonté dont les effets se mesurent dans le temps. Bon. En matière d'efforts faits pour la police, l'actuel pouvoir a continué à créer des postes, mais par les effets de gel budgétaire, il en a créé beaucoup moins qu'il n'a dit qu'il en créait. Et ensuite, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a créé des postes, mais il n'a pas donné à ces postes les moyens de fonctionnement, puisque lorsque il s'est agi de doter en matériel les forces de police, doter d'effectifs supplémentaires, on a eu à peu près 0%, voire même moins 0,1% de dévolution de crédits budgétaires à ces forces-là, où les crédits alloués aux forces de sécurité sous le quinquennat de François Hollande avaient augmenté de 20%. Donc un net tassement de l'effort. Et puis par ailleurs, pour avoir été 3 ans au ministère de l'Intérieur comme ministre de l'Intérieur, je peux vous affirmer que la politique de sécurité publique, ce n'est pas une politique de com. Moins vous communiquez quand vous êtes au ministère de l'Intérieur et vous faites, plus vous rassurez les Français. Or, ce qui s'est passé depuis maintenant quelques années, c'est beaucoup de communication et peu de résultats. Donc, voilà, on jugera la politique mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur au résultat qu'elle produira. Même si, ayant été ministre de l'Intérieur, je connais la difficulté de la tâche et je ne serai pas de ceux qui taperont à bras raccourcis sur mes successeurs, au motif que mes successeurs ne sont pas moi. Je sais la difficulté de la tâche, et comme je sais la difficulté de la tâche, la seule chose que je me permets de dire, c'est faites moins d'annonces et soyez mobilisés sur le métier. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question avant notre interlude. Ici, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, en première année, on fait du droit constitutionnel. Et une question qui hante nos copies de partiels, c'est justement la fonction de Premier ministre dans le cadre de la Ve République, par laquelle vous êtes passé. Est-ce qu'on peut estimer qu'elle a perdu de sa valeur au profit de celle de président de la République, qui serait justement maintenant le véritable chef de l'exécutif ? Incontestablement, et pour des raisons qui tiennent aux réformes constitutionnelles qui se sont produites depuis maintenant une vingtaine d'années.
Lorsque le quinquennat a été mis en place, le temps du mandat présidentiel, c'est une lapalissade que de le dire, s'en est trouvé réduit. Mais ce n'est pas simplement le temps du mandat présidentiel qui s'est trouvé réduit, c'est la capacité d'arbitrage du président de la République, dont le mandat avait une dimension symbolique qui renvoyait à ce qu'avait été la figure du monarque. C'est ainsi que le général de Gaulle, d'ailleurs, avait conçu les institutions de la Ve République. Il voulait que le président de la République cessât d'inaugurer les chrysanthèmes, pour reprendre l'expression qui avait été la sienne, qu'il fût investi du pouvoir exécutif et de la capacité de l'exercer pleinement, d'où la mise en place du parlementarisme rationalisé et du scrutin majoritaire à 2 tours uninominal à l'Assemblée nationale permettant de dégager des majorités dont le gouvernement pouvait bénéficier. Et c'est d'ailleurs ce qui a présidé à l'inversion du calendrier. Mais le fait que le mandat dure 5 ans fait que la dimension arbitrale de la mission du président de la République s'en est trouvée très fortement obérée. Il n'est plus l'arbitre. Il est celui qui, au quotidien, s'occupe de tout et dirige tout. Bon. Quand on regarde d'ailleurs la manière dont le président de la République actuel est obligé, sous la pression des événements, de diriger le pays, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas devenu ministre de tout et s'il n'est pas président de rien. Parce qu'à force de s'occuper de tous les sujets à tout moment, de faire du micromanagement sur toutes les questions, le fait de savoir si le président n'est pas contraint de s'occuper de toutes les questions simultanément et s'occupant de toutes les questions s'il ne perd pas le recul de l'arbitre, c'est-à-dire de ce qu'est le président de la République sous la Ve République, pose problème. Donc, le fait que le président soit devenu ministre de tout et peut-être président de rien fait que le Premier ministre n'est plus celui qui conduit et dirige la politique de la nation. Le Premier ministre est désormais perçu par le président de la République comme son collaborateur. D'ailleurs, je ne sais pas si cela vous a marqué, mais désormais, l'actuel président de la République réunit le Conseil des ministres dans le salon vert qui jouxte le bureau du président de la République et qui est le bureau, enfin le salon dans lequel, lorsque j'étais ministre pendant 5 ans, nous réunissions nos propres collaborateurs avec le président de la République pour préparer les arbitrages budgétaires ou les conseils de défense, mais en aucun cas les conseils des ministres. Le salon vert n'était pas le lieu de la réunion du Conseil des ministres. Il était le lieu de la réunion des collaborateurs, des ministres et du président. Désormais, il est devenu, c'est hautement symbolique, le lieu de la réunion du Conseil des ministres lui-même. J'en déduis que les ministres ne sont plus des personnalités politiques que l'on nomme en raison de la légitimité dont ils sont investis, la légitimité démocratique, mais simplement parce qu'ils sont des collaborateurs. Et souvent des collaborateurs trop serviles et trop fébriles à l'idée de pouvoir être contraint de partir en raison d'un désaccord avec le président de la République, qui aurait été plus au président de la République dès lors qu'il se serait exprimé ce désaccord. Moi, lorsque j'étais ministre, pendant toutes les années où j'étais ministre, j'ai exprimé au président de la République un nombre incalculable de fois mes désaccords. Alors, toujours, parce que je suis très attaché aux institutions de la Ve République, dans le secret de nos échanges, sur la déchéance de nationalité, j'ai eu des discussions très dures avec le président. Mais personne n'en a jamais rien su, sauf sur la déchéance, parce que des collaborateurs de cabinet ont rendu public ce désaccord. Mais le président de la République ne m'a jamais tenu rigueur des désaccords que j'exprimais devant lui, d'abord parce qu'il y voyait une manifestation de franchise, ensuite parce que, comme ces désaccords ne sortaient jamais, il y voyait aussi une manifestation de loyauté, et ensuite parce que nous étions à une époque très différente, les choses ont changé en quelques années, où le président respectait les ministres pour prétendre que les ministres étaient des personnalités politiques, et pas des collaborateurs. Un jour, le président de la République, sur une affaire très sensible, m'a dit pour calmer les choses, il faudrait changer le préfet. Et c'était un dimanche, je me souviens, je lui ai répondu, vous pouvez changer le préfet, mais le jour où vous nommerez son successeur, il faudra qu'il y ait un autre ministre de l'Intérieur autour de la table du Conseil des ministres. Parce que moi, je n'accepterai pas qu'un préfet serve de fusible au motif que... Bon, et ça a été très dur à ce moment-là, la relation. Mais j'ai tenu ma position et je ne suis pas parti. Donc, je pense que le quinquennat a beaucoup déséquilibré les institutions de la Ve République
et que le Premier ministre est devenu un collaborateur, alors qu'auparavant, il était le chef du gouvernement. Souvenez-vous d'ailleurs, vous qui êtes dans un institut politique, vous avez dû travailler sur ces sujets, quand Georges Pompidou est Premier ministre, quand Pierre Mauroy est Premier ministre, quand Jacques Chirac ou Raymond Barre sont Premier ministre, le Premier ministre est une personnalité politique qui conduit et dirige la politique de la nation. Il est tellement d'ailleurs, ou Jacques Chaban-Delmas sous le septennat de Georges Pompidou. Jacques Chaban-Delmas, chef du gouvernement, septennat de Georges Pompidou, lance la nouvelle société. Il lance la nouvelle société parce qu'il estime qu'il a une majorité pour le faire, et c'est sa doctrine, c'est sa conception du gouvernement, c'est l'équilibre autour duquel il souhaite faire en sorte que la société française se stabilise, et Pompidou est beaucoup plus conservateur, et le Premier ministre s'en va. Et le Premier ministre s'en va sur un désaccord avec le Président de la République, parce que le Président de la République est garant d'une vision de long terme, le Premier ministre d'une politique, et Chaban-Delmas incarne une politique sur laquelle un désaccord se matérialise avec le Président. Souvenez-vous du rôle joué par Georges Pompidou sous De Gaulle en 68. C'est le chef du gouvernement, Georges Pompidou, au moment où le général de Gaulle a une faiblesse et part à Baden-Baden, qui, dans la conduite de la politique de la nation, parvient à tenir et à éviter que les choses ne dérapent. Donc les premiers ministres ont eu des personnalités, Bon. Là, les choses se sont considérablement modifiées, parce que comme le président de la République intervient surtout à tout moment, parce que le temps de son mandat s'est raccourci, le Premier ministre s'en trouve nécessairement effacé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le premier qui a qualifié le Premier ministre de collaborateur, c'est Sarkozy avec Fillon. Mais Sarkozy est le premier président de la République à avoir bénéficié pleinement du quinquennat. Donc tout ça n'est pas un hasard. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à l'interlude de cette conférence, qui est donc la Minute Réaction. Donc, je vais passer le micro à Julia qui va vous l'expliquer. Vous ne m'avez pas prévenu de cette séance. Bonsoir cher public, bonsoir monsieur Cazeneuve. Nous allons donc passer à la minute réaction, c'est-à-dire que je vais vous poster une image. Vous aurez environ 1 minute pour nous répondre et dire ce que cela vous évoque. Alors tout d'abord, voici l'annonce des résultats de Madame Anne Hidalgo lors de la présidentielle de 2022. Et par ailleurs, vous avez été président du comité de soutien de sa campagne électorale. Peut-on vraiment parler de disparition du PS et que pouvez-vous nous en dire ? Oui, à ce moment-là, c'est effectivement un affaissement, un effondrement du Parti socialiste. Alors, ceux qui sont les moins amicaux avec moi disent que c'est parce que j'ai été président du comité de soutien, mais je n'étais pas le candidat. Et ceux qui sont les plus amicaux disent que si j'avais pas été président du comité de soutien, le score aurait pu être plus bas encore. Bon. Enfin, cette élection a été un désastre. Pourquoi est-ce que cette élection a été un désastre ? Cette élection a été un désastre parce que entre 2017 et 2022, alors qu'il aurait fallu redéfinir une doctrine, retravailler, réfléchir, réexprimer des idées, préparer l'élection présidentielle, préparer un candidat, rien de tout ça ne s'est passé. Bon. Moi, je n'étais pas du tout d'ailleurs programmé pour être président du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Il était envisagé à l'époque que je fus moi-même candidat à l'élection présidentielle. Bon. Les socialistes ne l'ont pas voulu, je ne leur en ai pas du tout tenu rigueur. Je leur en ai tellement peu tenu rigueur quand ils m'ont appelé à la fois la candidate et les responsables du Parti socialiste en disant « ce serait bien que tu aides la candidate pendant la campagne ». J'ai dit, en étant président de son comité de soutien, j'ai dit « écoutez, vous êtes gentil, mais vous avez tout fait pour me compliquer la tâche. Là, maintenant que vous voulez te compliquer vous-même, vous venez me chercher pour… » Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que moi, je suis loyal à ma famille politique, que j'ai des convictions, que je considérais que c'était très difficile. Donc, j'avais vécu, vous savez, en 2012, quand les choses étaient faciles et qu'ils voulaient tous être ministres, il dormait quasiment dans le couloir de l'appartement de François Hollande. Et quand François Hollande a été élu, il s'est écoulé 10 jours entre le moment où il a été élu et le moment où il a constitué son gouvernement. Au siège de campagne de François Hollande, il y en avait qui devaient y passer la nuit et le jour, pour être sûr qu'on n'oublie pas leur nom. Moi, François Hollande m'a demandé d'être le porte-parole de sa campagne. Le soir où il a gagné l'élection présidentielle, je suis rentré à Cherbourg. Je lui ai envoyé un message félicitations. Je suis rentré à Cherbourg. Je ne l'ai plus eu au téléphone, jamais. Je ne l'ai pas revu
jusqu'au jour où il m'a téléphoné pour me dire « J'aimerais que vous soyez ministre des Affaires européennes ». Bon. Et donc, moi, j'ai tendance, quand c'est facile, à ne pas être là, et quand c'est difficile, à être là. Donc, c'était très difficile. On m'a demandé mon aide. Tout le monde s'était carapaté. Tout le monde s'était carapaté. Mais moi, je ne me suis pas carapaté. Parce que la politique, c'est pas comme ça que ça se passe, dans mon esprit. Bon. Et tous ceux qui se sont évaporés dans la nature demandent des comptes sur le résultat. Mais si ce n'était pas évaporé dans la nature et s'ils avaient travaillé pendant 5 ans, il y aurait eu un autre résultat. Voilà. Mais merci pour la projection, ça me permet de dire des choses. Alors voici une photo qui a été prise lors de l'attentat du 13 novembre 2015. Peut-on dire que cela a été la nuit la plus difficile de votre vie? Toutes les nuits des attentats ont été difficiles. Vous savez, quand vous êtes dans votre bureau un matin de janvier 2015 et que votre directeur de cabinet rentre blanc comme un linge dans votre bureau et vous explique qu'il y a une fusillade qui vient d'intervenir dans les locaux de Charlie Hebdo et que tous les caricaturistes et journalistes que vous connaissez, qui sont pour un certain nombre d'entre eux vos amis, sont tombés sous le feu des terroristes. Quand vous rendez sur place et que vous voyez l'amoncellement des corps de ces hommes et de ces femmes que vous connaissiez, pour un certain nombre d'entre eux, encore une fois, dans une mare de sang, vous imaginez ce que vous pouvez éprouver. Lorsque vous vivez la prise d'otage 2 jours après de l'épicerie Père Cachère et qu'il faut déterminer les conditions dans lesquelles les policiers interviendront, à la fois à l'Hypercachère et à la Martin-Angouel, où sont les frères Kouachi, qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, vous imaginez le type de sentiment qui peut vous traverser. Et lorsque vous donnez l'instruction de l'assaut pour le compte du président de la République et que vous entendez au téléphone, parce que le préfet a oublié de raccrocher son téléphone, les premiers coups de feu, les explosions, notamment l'explosion de la porte de l'épicerie Hypercachère qui se produit, et que vous entendez la voix blanche du préfet au téléphone qui compte et vous ne savez pas ce qui compte, et quand il s'arrête de compter à 14, comme vous savez qu'il y a 14 otages dans l'épicerie, vous comprenez qu'il a compté tous ceux qui sortaient, qu'ils ont tous été sauvés, et que vous rentrez dans le bureau du président de la République qui est de dos face à BFM et qui regarde l'image des otages qui sortent et qu'il compte lui-même jusqu'à 14. Vous éprouvez, comme ce soir-là, où j'étais dans cet amas de véhicules de secours, et que vous voyez une jeune femme qui sort avec ses couvertures, vous savez, qui ressemblent à de fines feuilles de papier d'aluminium dont on recouvre les corps les nuits quand il fait froid pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hypothermie, et que vous voyez le regard du visage d'une jeune femme qui est pleine de sang, qui n'a pas été blessée, mais c'est le sang des autres, et que la vie s'est retirée de son regard en raison du traumatisme. Bon. Et la soirée tragique de Nice, du 14 juillet 2016, où vous avez les corps de tous ces enfants allongés avec leurs parents à genoux devant le corps de leurs enfants. J'ai vécu tout ça. Et c'est parce que j'ai vécu tout ça que j'ai une certaine sensibilité à des propos sur la police, etc. Et c'est parce que j'ai vécu aussi tout ça et que j'ai vu le pays complètement tétanisé par le chagrin et que j'ai vu la tristesse insondable et définitive de familles qui avaient perdu leurs proches sous le feu du totalitarisme islamiste. L'islamisme est un totalitarisme. L'islam est une religion monothéiste qui mérite le respect de chacun et qui doit conduire l'État à protéger les musulmans de France, parce que ce sont les premières victimes de l'islamisme. Quand vous avez vécu ça, vous avez une certaine distance par rapport au jeu de la politique. Tout ce que je vous dis très librement, très spontanément, sur la gauche, sur la vie politique, sur la conception que j'en ai, résulte en grande partie de ce que j'ai vécu pendant les attentats. Donc cette image, elle évoque un sentiment que nous avons eu en partage à l'époque. Vous étiez sans doute trop jeune pour vous en souvenir, c'était déjà il y a 10 ans. Ce sentiment, c'est le chagrin. Et par-delà le sentiment, je garde à l'esprit une attitude. La dignité d'un peuple dans le chagrin. Parce que au moment où cette violence terroriste extrême s'est exprimée, les Français auraient pu se déchirer, s'opposer les uns aux autres dans la violence la plus grande. Une grande partie de la position que j'ai prise à l'égard de LFI vient du fait que
je redoute la violence verbale. Je redoute la radicalité qui engendre la violence. Parce que si la radicalité, la violence verbale s'était déployée à l'époque où j'avais ces responsabilités-là, la violence de tous contre tous eût été possible. Et que serait-il resté de notre pays dans ces circonstances? Donc, le chagrin et la dignité dans le chagrin. Voilà ce que je retiens. Troisième image de cette minute réaction. Le 5 novembre, Édouard Philippe et vous aviez appelé, je cite, à ne pas banaliser l'antisémitisme croissant en France, notamment depuis les attaques du 7 octobre. Peut-on dire aujourd'hui que votre appel est d'autant plus nécessaire? Vous connaissez cette formule que je trouve juste. Si vous entendez dire du mal d'un juif, tendez l'oreille, on parle de vous. Ça veut dire quoi cette phrase? Si vous entendez dire du mal d'un juif, tendez l'oreille, on parle de vous. Ça veut dire que l'antisémitisme, c'est le début de la haine à l'égard de tous les autres. Si on accepte l'antisémitisme, il y aura des ratonnades contre les musulmans de France. Si on accepte l'antisémitisme et qu'il y a des ratonnades, il y aura des manifestations de racisme à l'égard de tous ceux qui, en raison de leur religion, de leurs origines nationales, de la couleur de leur peau, de leurs orientations sexuelles, seront discriminés. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme se sont enquistés dans les sociétés au point de devenir la raison d'être des régimes politiques, ce ne sont pas simplement ceux qui avaient été désignés comme boucs émissaires que l'on a retrouvés ostracisés, emprisonnés, torturés, maltraités. C'est tous ceux qui, par leur vulnérabilité, pouvaient l'être. Donc cette phrase, si vous entendez dire du mal d'un juif, tendez l'oreille, on parle de vous, ça veut dire ça. Donc, on ne légitime pas l'antisémitisme au motif qu'un gouvernement abject et absurde dans ses choix et violent dans ses actes, celui d'Israël, se comporte comme il se comporte à l'égard du peuple palestinien. Parce que, n'oubliez pas qu'au moment où le Hamas a frappé le 7 octobre, une grande partie de la société israélienne, une grande partie des Juifs d'Israël, manifestaient contre leur gouvernement. Et n'oubliez pas que ceux qui ont été assassinés par le Hamas ne sont pas les extrémistes du Likoud, enfin les plus radicalisés du Likoud, non. Ceux qui ont été assassinés par le Hamas étaient ceux qui, dans les colonies, étaient les plus progressistes et les plus proches des Palestiniens. C'est ça qui s'est passé. Bon. Donc, il y a derrière l'antisionisme une forme d'antisémitisme qui se dissimule. Et on ne peut pas légitimer l'antisémitisme par la politique actuelle du gouvernement israélien. Ce n'est pas vrai. D'abord parce que l'antisémitisme a existé, y compris lorsque le gouvernement israélien avait une autre politique, et que l'antisémitisme, ce n'est pas une manière de s'opposer à un gouvernement, c'est la haine des Juifs, c'est tout à fait différent. C'est la haine des Juifs. Donc, ce que nous avons voulu dire avec Édouard Philippe, lorsque nous sommes exprimés sur ce sujet, c'est qu'on ne peut pas être les héritiers de l'universalisme français et accepter que ce type de haine soit encore présent dans la société française. Et quand je vois, je vous le dis très franchement, là aussi, hein, je pourrais me faire sortir d'amphithéâtre étudiant, peut-être, pour avoir dit cela aujourd'hui, par les temps qui courent, mais que une étudiante, parce qu'elle est de confession juive, puisse être exclue d'un amphithéâtre à Sciences Po Paris, à l'occasion d'un débat sur Gaza, c'est abject pour moi. C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, mademoiselle. Je vous le dis, c'est scandaleux. Vous voyez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais est-ce que c'est une raison pour moi de vous sortir de cet amphi? Non. Est-ce que ce type d'intolérance est acceptable? Non. Est-ce qu'on peut accepter qu'une jeune femme, parce qu'elle est juive, qu'elle appartient à l'Union des étudiants juifs de France, soit sortie d'un amphithéâtre dans une manifestation, un débat sur Gaza? Non. Parce que si vous acceptez ça, ça veut dire que vous acceptez que quelqu'un, en raison de sa religion, puisse être interdit de participer au débat avant même qu'on l'ait écouté. Que reste-t-il de la tolérance républicaine si on fait ça? C'est inacceptable. Voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi je vous exprime ce que j'ai à vous dire. Et faites attention,
Parce que si vous vous mettez à accepter cela, c'est vous-même un jour, par d'autres qui ne penseront pas comme vous et qui seront en situation, par la violence de votre comportement, de vous interdire de parler, qu'ils le feront. Donc, je ne vous dis pas que j'ai raison, même si je pense que j'ai raison. Je vous invite à réfléchir à cela en citoyen libre, parce qu'il n'y a pas de société démocratique qui vive si on n'a pas une capacité, une propension à être tolérant et accepter l'opinion de quiconque ne pense pas comme soi. Et donc moi, je suis heureux qu'il y ait dans cet amphithéâtre des femmes, des hommes, des jeunes étudiants qui ne pensent pas comme moi et qui puissent s'exprimer, parce que j'espère que vous l'exprimerez. Mais c'est la raison pour laquelle il ne viendrait pas l'idée d'interdire quiconque, en raison de la couleur de sa peau, de sa religion, d'entrer dans cet amphithéâtre au motif qu'il ne pense pas comme moi. On est à l'université. On est le lieu par excellence de la confrontation de la pensée. C'est ici que les idées se forgent, par le dialogue entre ceux qui ne pensent pas nécessairement la même chose sur tout. Si l'on n'accepte pas ça, qu'est-ce qu'il reste de l'esprit des Lumières? Il reste quoi? Nous allons réduire notre société à une juxtaposition de segments qui se détestent, de Français non pas qui font société, mais qui se font face. Ça qu'on veut? Moi, je ne veux pas de ça. Et je l'assume. Et pour la dernière image, cet été, la gauche est déchirée autour de la figure du rappeur français Médine, qui a été invité aux universités d'été des écologistes ainsi que des insoumis. Qu'est-ce que cela vous évoque? Je me suis exprimé sur ce sujet. Il n'a rien à faire dans une université d'été d'un parti de gauche. Rien. Parce que les propos qu'il a tenus sont des propos qui sont sans ambiguïté quant à leur dimension raciste et antisémite. On peut considérer que ça, c'est la gauche, mais ça, c'est la gauche qui tourne le dos au discours de Jaurès, au discours des anti-Dreyfusards, au discours de Zola quand il écrit « J'accuse », et la gauche de la renonciation à tout ce qu'est la gauche et l'universalisme français. Merci pour vos réponses. Nous allons désormais reprendre les questions. Allez-y. Alors, 2 jours après les attentats de Moscou, le gouvernement français a décidé d'élever son plan au niveau urgence attentat. Doit-on craindre prochainement d'éventuelles attaques terroristes en France, en particulier à l'occasion des JO de cet été? La menace terroriste reste élevée. Le groupe État islamiste s'est reconstitué avec les talibans en Afghanistan. Et quelques bribes de ce mouvement continuent à exister en Irak et en Syrie. Donc il y a un niveau de menace terroriste et il est évident que des grandes manifestations populaires peuvent être l'occasion, on l'a vu avec les attentats de juillet 2016 à Nice, de frapper de nouveau. Donc si le gouvernement a, de la part des services de renseignement, des informations concernant un risque de menace particulièrement élevé, il est tout à fait logique qu'il rehausse le niveau de protection dont les Français doivent bénéficier à la faveur de cet événement. Merci. On va passer à une dernière question avant de passer la parole au public. Alexeï Navalny, opposant politique à Vladimir Poutine, était devenu un espoir pour une partie du peuple russe au nom du retour de la démocratie. Que vous évoque son décès et surtout la réélection récente de Vladimir Poutine qui a suivi? D'abord, Navalny n'est plus un espoir, il est un regret, puisqu'ils l'ont assassiné. Il était un espoir quand il était vivant, mais maintenant il est un regret. Il a été assassiné d'ailleurs par un régime que tout le monde ne qualifie pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une dictature. Je constate que lorsque, vous parliez tout à l'heure des différences qui peuvent s'exprimer au sein de la gauche, mais aussi entre la gauche et la droite, il y a toujours eu à l'extrême droite et à la droite des pro-russes. Ils ont été lents à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais il y en avait aussi à gauche. Lorsque le Parlement européen s'est prononcé très nettement contre l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, il y a des députés qui ont oublié de voter pour la condamner. Ce sont les mêmes qui ont eu des hésitations lorsqu'il s'est agi de qualifier la disparition de Navalny pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un assassinat politique.
Donc, nous avons au cœur du continent européen le retour de la guerre, et nous avons le retour de la guerre parce que la guerre est le résultat d'un retour du nationalisme dans sa forme la plus cynique, orchestré par un dictateur qui s'appelle Poutine et qu'il faut qualifier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un dictateur. Voilà ce que je pense. Donc, vous contestez par exemple tous ceux qui appellent le régime russe une démocratie illibérale ou... Oui, ce sont les mêmes d'ailleurs qui considèrent que l'actuel gouvernement est un gouvernement de fascistes, qui considèrent que le gouvernement de M. Maduro et celui de M. Poutine est un gouvernement de démocrates. Mais c'est eux qui ont un problème de lucidité, qui est une nécessité dans notre pays de défendre toujours davantage les libertés normales et hautement souhaitables. Et que l'on soit exigeant en matière de respect des libertés fondamentales en France, dans un pays qui a une vieille culture de la contestation et qui a un amour irrépressible de la liberté et de logique, mais inférer de cela, quand des dictateurs massacrent leurs opposants, quand ils massacrent des populations civiles dans des pays qu'ils envahissent, que ces dictateurs ne seraient pas des dictateurs, mais qui seraient une forme de démocrate nouveau genre, est tout à fait cynique et assez abject en fait. Mais ça existe depuis longtemps. Souvenez-vous que Raymond Aron est resté un intellectuel isolé, comme d'autres, pendant des décennies, au motif qu'il dénonçait les crimes du stalinisme, et que d'autres refusaient de les qualifier pour ce qu'ils étaient. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc, absolument. Joris va passer. Joris et Kelly vont passer dans les rangs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous passer le micro. Je vais vous demander de lever la main. On va enfin nous taire. Qui souhaite poser une question? Hop. Faites passer le micro. N'hésitez pas à lever la main. Monsieur Cazeneuve, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur votre opposition au dire de Jean-Luc Mélenchon sur le fait que la police tue. Vous êtes à l'origine de la loi sécurité publique de février 2017 qui permet d'ouvrir le feu plus facilement sur des automobilistes qui refusent d'obtempérer. D'après une enquête publiée en 2023 par 3 chercheurs, le nombre de personnes tuées par des policiers visant un véhicule en mouvement a été multiplié par 5 entre 2017 et 2023. J'aimerais alors savoir si vous ne pensez pas avoir participé au dire de Jean-Luc Mélenchon et si vous ne donnez pas réellement tort, et si vous donnez réellement tort aux dénonciateurs d'un problème d'un problème policier systémique. Merci. Si je donne tort, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Si vous donnez réellement tort à un problème, aux dénonciateurs d'un problème policier systémique. Je vais répondre à cette question de façon extrêmement précise, parce que les propos auxquels vous faites référence sont le résultat d'une campagne très bien orchestrée par la France Insoumise. Mais derrière la campagne, il y a la réalité. Et donc, je vais être très précis sur la réalité. D'ailleurs, je suis allé devant la commission d'information parlementaire il y a une semaine. Il n'y avait pas un député de la France Insoumise. Vous pouvez vérifier ça dans le compte-rendu. Il n'y en avait pas un. Je suis allé presque à leur demande pour rendre compte de l'action qui avait été la mienne. Ils n'étaient pas là. Et d'ailleurs, puisque vous faites référence au travail de M. Sébastien Rocher, je voudrais que vous essayiez d'obtenir son rapport. Le fameux rapport dont il est question, la fameuse étude. J'aimerais que vous essayiez de l'obtenir. Vous ne la trouverez pas. Moi-même, je ne l'ai pas trouvé. Les parlementaires non plus. Et ce que j'ai trouvé, c'est un article dans la revue Esprit qui fait référence à cette étude. Et dans cet article publié dans la revue Esprit qui fait référence à cette étude, vous avez une petite note en bas de page qui donne la source des statistiques publiées par M. Sébastien Rocher dont vous venez de parler. Et le site qui fait référence, qui communique les statistiques sur lesquelles l'étude se fonde, c'est un site qui n'est pas du tout les statistiques du ministère de l'Intérieur, mais un site d'extrême gauche. Mais vérifiez ce que je dis. Moi, je ne vous demande pas de croire ce que je dis, je vous demande de le vérifier. Bon. Et maintenant, je vais expliquer ce que j'ai fait comme ministre de l'Intérieur. Comme ministre de l'Intérieur, il y avait une demande très forte de la part des policiers de mettre en place l'alignement du régime de la légitime défense des policiers sur les gendarmes. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait cette demande ? Vous avez l'air informé. Vous savez pourquoi ? Il y avait cette demande pour une raison très simple,
c'est que les gendarmes bénéficiaient d'un régime de légitime défense qui résultait de l'engagement des gendarmes sur le théâtre des opérations extérieures parce qu'ils constituaient une force militaire, ils étaient des militaires, alors que les policiers, eux, qui intervenaient sur le territoire intérieur, ne bénéficiaient pas de ce régime de légitime défense parce qu'ils n'ouvraient pas le feu face à des ennemis, ils pouvaient l'ouvrir que dans le cas de la légitime défense face à une situation justifiant que le feu fût ouvert, sinon il tombait. Bon. Je me suis refusé à procéder à un alignement de la légitime défense des gendarmes sur celle des policiers, pour une raison très simple, que vous, là aussi, vous pouvez vérifier, c'est que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme avaient, par leur jurisprudence, aligné le régime de légitime défense des policiers sur le régime des gendarmes. Donc, ce que l'on me demandait de faire par la loi était déjà inscrit dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le droit français. Bon. Il y a eu à ce moment-là l'affaire de Viry-Châtillon, il y a eu l'affaire de Nice, il y a eu les attentats, ce qu'on a appelé le périple meurtrier, et les policiers sont revenus à la charge. Et à ce moment-là, j'ai accepté qu'on introduise dans la loi un dispositif non pas qui changeait l'état du droit, mais qui inscrivait dans la loi ce que la jurisprudence avait arrêté de principe. Voilà très exactement ce que j'ai fait. Bon. Une fois que j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, après l'attentat de Nice, le sujet est revenu à l'ordre du jour et les policiers ont souhaité, parce qu'à Nice, il s'était passé quelque chose de particulier, des policiers municipaux avaient tiré sur un véhicule, qui était le véhicule conduit par le terroriste, pour mettre fin au périple meurtrier du terroriste. Et donc, la question de l'interception, de la possibilité de mettre fin au périple meurtrier et la possibilité d'ouvrir le feu face à un refus d'obtempérer, dès lors que le refus d'obtempérer pouvait occasionner des morts, s'est posée. Je n'étais plus ministre de l'Intérieur à ce moment-là, j'étais Premier ministre. C'est mon successeur qui a eu à traiter de ce sujet. Et on a effectivement inscrit cette disposition dans la loi. Et donc, quand cette loi qui avait été portée par un autre ministre a été mise au devant de l'actualité par LFI sur le thème le permis de tuer, etc., la loi Cazeneuve, le permis de tuer, loi qui était la seule loi qui portait le nom d'un Premier ministre en France qui n'était pas en charge du sujet, ça n'avait pas d'importance. J'ai demandé au ministère de l'Intérieur de me transmettre les statistiques. Je dis, Monsieur Rocher dit qu'il y a une augmentation considérable des tirs pour refus d'obtempérer, donnez-moi les statistiques officielles. Et donc, je suis allé devant la commission la semaine dernière avec les statistiques officielles. Le nombre de tirs pour refus d'obtempérer entre 2017 et aujourd'hui a diminué de 34%. Il n'a pas augmenté. Il a diminué de 34%. Donc, je veux bien qu'on explique qu'il y a un nombre de morts supplémentaires avec un nombre de tirs pour refus d'obtempérer qui a diminué de 34%, mais il y a quand même un problème de logique. En réalité, donc, quand j'ai vu ces chiffres, j'ai interrogé personnellement le ministre de l'Intérieur en disant « Expliquez-moi pourquoi, dès lors qu'on a une diminution de 34% du nombre de tirs après l'adoption de la loi, il n'y a pas d'augmentation du nombre de tirs, il y a une diminution significative. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts ? Parce qu'en revanche, cette statistique est vraie. Il y a un nombre de tirs qui diminue, il y a plus de morts. Bon. Et à ce moment-là, l'explication qui m'a été donnée, c'est qu'il y a eu plus de morts sur 2 années seulement, qui sont les 2 années de sortie du Covid. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu plus de morts sur les 2 années de sortie du Covid ? L'explication qui m'est donnée par le ministère de l'Intérieur est la suivante, c'est parce que pendant la période du Covid, en raison du confinement, tous les réseaux de trafiquants ont été obligés de cesser leurs activités. Et quand le déconfinement est intervenu, pour rattraper l'activité qu'ils n'avaient pas pu avoir pendant la période du confinement, il y a eu une violence beaucoup plus forte des réseaux de trafic de drogue. Et que les refus d'obtempérer ont été beaucoup plus nombreux. Voilà très exactement ce qu'est la situation. Et si vous me laissez une adresse mail étudiante, je vous donnerai toutes ces statistiques. Et je vous donnerai
la jurisprudence et tout ce qui a été intégré voilà. Parce qu'on ne fait pas de la politique avec des mensonges, des dénonciations, des accusations. On fait de la politique avec des faits. Si toutefois, on a un minimum de respect de la vérité, si on considère que la politique est un exercice qui appelle un minimum d'honnêteté intellectuelle. Parce que c'est un mensonge que de dire que le nombre de tirs a augmenté après cette loi, c'est faux. Et je ne comprends pas pourquoi M. Rocher ne publie pas son étude. Parce que son étude, elle résulte de statistiques communiquées par un site qui s'appelle Basta. Ce n'est pas des statistiques officielles. Basta, ce n'est pas des statistiques officielles. C'est une organisation qui a sa sensibilité. Elle est respectable, mais ça fait pas une sensibilité, ça ne fait pas des statistiques officielles sur lesquelles on peut baser un raisonnement rationnel en République. Donc voilà précisément ce que j'ai à vous répondre. Et ce que je vous dis peut être vérifié. Et je peux vous communiquer, si vous me laissez un moyen de le faire, tous les éléments qui viennent en appui de ce que je viens de vous dire, de façon absolument précise. Et, encore une fois, on est à l'université. Donc on peut, à l'université, traiter de ce sujet-là de façon rigoureuse. Ça doit être possible. Moi, je veux croire que c'est possible. Et je regrette beaucoup que des chercheurs au CNRS s'emploient à développer des thèses de cette nature avec ce niveau d'approximation. Parce que reste-t-il de la recherche et de l'université quand on fait ça? Je pose la question. Oui? Monsieur Cazeneuve, tout à l'heure, lorsque vous avez réagi à l'annonce des résultats de Madame Hidalgo, vous avez évoqué un effondrement du Parti socialiste. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit, entre autres, et surtout d'un problème de candidat, du fait de l'image qu'a Madame Hidalgo auprès des populations, et surtout la population parisienne? Je pense qu'aucune organisation peut... D'abord, Madame Hidalgo fait l'objet d'une campagne que je trouve à mains égards injuste. Et moi, je n'aime pas les phénomènes de meute. Je déteste, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai aussi pris les positions que j'ai prises lorsque certaines alliances sont intervenues. Lorsqu'il y a des meutes qui se constituent contre des acteurs, j'ai plutôt tendance, avec mon tempérament d'avocat, à essayer de remettre les choses en perspective et à les rééquilibrer. Et beaucoup de choses qui sont faites par la maire de Paris sont des choses pertinentes dès lors qu'on est un minimum préoccupé du développement durable, etc. Et je trouve que les critiques dont elle fait l'objet sont injustes et qu'avec le temps, elles seront rééquilibrées. Je pense par ailleurs que à ce moment-là, il y a eu un effondrement de notre famille politique, mais cet effondrement vient de loin. Il vient y compris de la période où moi-même j'étais au gouvernement. Parce qu'il y a eu des comportements, vous faisiez référence tout à l'heure à un ministre du budget auquel j'ai succédé, qui ont contribué à entamer la confiance et qui ont donné une image de la politique qui correspondait absolument pas à ce que nous pouvions souhaiter voir prévaloir. Donc, on ne peut pas considérer que les 1,74% dont on parlait tout à l'heure sont le résultat d'un événement qui est l'élection présidentielle qui subitement aurait révélé dans un précipité politique singulier la réalité de l'état de la gauche de gouvernement. Non, c'est quelque chose qui vient de très loin. Et je pense aussi que ça vient du fait que dans la grande tradition de la gauche de gouvernement en France, et ce notamment depuis le molettisme, depuis la 4e République, on gagne les campagnes à gauche, mais on gouverne au centre. Il vaudrait mieux gagner les campagnes électorales au centre-gauche et gouverner au centre-gauche. Ça ferait moins de décalage. Parce que le gouvernement est un art difficile, que les contraintes sont nombreuses et que il vaut mieux emprunter les chaussures de Michel Rocard ou de Pierre Mendès France en disant la vérité aux Français lorsqu'on s'apprête à gouverner, plutôt que de faire naître partout des illusions en sachant qu'on sera déceptif. Donc c'est l'accumulation de tous ces éléments-là qui explique le résultat. Plus le fait que si on veut convaincre les Français d'aller dans une direction qu'on croit souhaitable, il vaut mieux travailler quand on est à la tête d'un parti politique et faire un travail de fond pour essayer de convaincre. C'est ça que je pense. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre passage à Sciences Po, ça nous fait très plaisir tous.
Et moi, je voulais vous poser la question à propos du lien que vous établissez entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Parce que pour prendre un exemple, pas français, mais par exemple, il existe des populations antisionistes qui, dans l'histoire, ne se sont pas prouvées antisémites. Par exemple, la couronne marocaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, a refusé de livrer les Juifs au régime de Vichy. Par contre, elle s'est opposée plus tard au projet sioniste. Je pense que c'est un exemple de... Très juste. Ce que vous dites est très juste. Ce que vous dites est vrai. Je n'ai pas dit que l'antisémitisme et l'antisionisme avaient vocation à se confondre toujours. Ce que je pense en revanche aujourd'hui, c'est que dans une partie des courants politiques français, l'antisionisme est le paravent d'un antisémitisme qui s'assume plus ou moins bien. Et ça, je le pense. Et je pense qu'effectivement, on peut être réservé sur ce qu'est le sionisme, on peut exprimer son opposition sans être en aucune manière antisémite. Et ce que vous avez dit sur le Maroc est très vrai. Le Maroc, par ailleurs, qui est un pays dans lequel les juifs, les musulmans ont cohabité ensemble et continuent à cohabiter dans une relation totalement apaisée et pacifiée. Mais il y a aujourd'hui des tendances politiques en France qui, sous couvert d'antisionisme, sont en réalité sur une pente funeste. Et ce qui s'est passé à Sciences Po Paris, pour moi, c'est le signe de ça. Et je le condamne. Et je le condamne avec la plus grande fermeté. Qu'on puisse interdire à une étudiante l'entrée dans un amphi au motif qu'elle est juif est inacceptable. Et j'aimerais que dans notre pays, il y ait suffisamment de cœurs jeunes, ardents, quelle que soit leur pensée sur ce qui se passe dans les territoires, pour considérer que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et si on ne considère pas que c'est inacceptable, il se passera d'autres débordements qui ne concerneront pas, encore une fois, que les Juifs, qui concerneront d'autres citoyens appartenant à d'autres religions ou ayant d'autres sensibilités. Et cette phrase, qui est, je crois, une phrase de Frantz Fanon que je citais tout à l'heure, si vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous, est une phrase que je crois fondamentalement juste. Et vous vous souvenez de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui était une manière de dénoncer la collaboration. On est venu chercher les Juifs, je n'ai rien dit parce qu'ils étaient Juifs. On est venu chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit parce que c'était les sociodémocrates. On est venu chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que c'était les communistes. Et quand on est venu me chercher, j'ai été obligé de l'obtempérer parce qu'il n'y avait plus personne pour me défendre. C'est ça la logique. C'est là-dessus que j'appelle votre attention. Rien de ce qui relève d'une idéologie qui ostracise l'autre, déclare à l'égard de l'autre l'être comme légitime au motif de ce qu'il est, non pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est, n'est acceptable. Parce que si l'on accepte ça, alors demain vous aurez des ratonnades, on s'en prendra aux musulmans de France, au motif qu'il y a des islamistes, on s'en prendra à ceux qui... n'ont pas de religion au motif qu'il faudra en avoir une. On s'en prendra à ceux qui ne pensent pas comme le courant dominant. Et il n'y aura plus d'altérité. Il n'y aura plus de vivre ensemble. Il n'y aura plus de tolérance. Et nous ne pourrons plus faire société. Et ce que je vous dis là, aller de soi, il y a de cela ce qui m'inquiète grandement, c'est que ces principes fondamentaux qui sont l'héritage de l'universalisme français, qui sont l'héritage de ce qu'est la République dans ses principes et ses fondements. Nous avons été des milliers à manifester pour cela, lorsque ces principes étaient remis en cause. Lorsqu'il y a eu le Carpentras, il y a de cela quelques décennies, c'est-à-dire des actes de profanation de tombes de juifs, nous étions des millions à nous indigner, comme il y avait des millions de Français en janvier 2015 pour la grande manifestation. Et lorsque l'on exprime les mêmes choses avec la même détermination républicaine aujourd'hui, ça ne va plus de soi. Que s'est-il passé? Je vous pose la question, que s'est-il passé? Pour que ce pourquoi nous nous battions dans l'universalisme, la détermination ne soit plus possible, que s'est-il passé? Quand il y a eu les attentats islamistes en janvier 2015, la première chose que j'ai faite, par-delà la protection de tous les lieux de culte et de toutes les écoles, c'est d'aller dans toutes les mosquées. Et à chaque fois que je me déplaçais en France pour dire aux musulmans, mais
les actes de ceux qui ont commis ces crimes ne sont pas les vôtres. N'ayez pas honte. Je disais aux Juifs, n'ayez pas peur, et aux musulmans, n'ayez pas honte. Et ils comprenaient parfaitement que la promesse républicaine, c'était la protection de tous, par-delà les appartenances religieuses, politiques, les sensibilités. Que se passe-t-il dans la société française pour que tout cela n'aille plus de soi autant que cela allait de soi auparavant? Je pose la question dans cette université devant des étudiants, parce que je pense que cette question, nous devons la poser. Chacun apportera la réponse qui convient en fonction de sa sensibilité, mais on ne peut pas faire l'économie de cette question et de ce questionnement. Bonjour monsieur, merci pour votre présence. Alors moi c'est un peu particulier, j'ai une question qui vient de mon père, qui est un socialiste convaincu et je dois dire déçu depuis quelques années. Et je vous lis la question qu'il me pose, elle est assez simple, elle est assez générale. C'est pourquoi la gauche n'a jamais réussi quand elle a été au pouvoir? Et pourquoi est-ce que la gauche n'a jamais réussi? Pourquoi est-ce que la gauche n'a jamais réussi quand elle a été au pouvoir? Et quand on voit l'image aujourd'hui qu'a par exemple un François Hollande, ou les déceptions qui ont suivi les années 80 et Mitterrand, avec son tournant libéral et le tournant de la rigueur, bah, voilà, c'est la question que je voulais vous poser à travers mon père. Bon, j'espère que vous ne serez pas totalement compromis en disant que votre père est socialiste et que vous ne perdrez pas vos camarades en route. D'abord, moi, je ne partage pas du tout l'idée que la gauche n'a pas réussi lorsqu'elle était au pouvoir. C'est pas vrai. Lorsqu'on abolit la peine de mort, c'est rien. Lorsqu'on augmente massivement la retraite, les petites retraites, les salaires en 80, c'est rien. Lorsqu'on engage un grand mouvement de décentralisation dans un pays complètement nacrosé par le jacobinisme et la centralisation, c'est rien. Lorsqu'on met en place les lois Auroux qui donnent des nouveaux droits aux travailleurs en 1981, c'est rien. Lorsque il est décidé par le gouvernement de François Mitterrand d'aller plus loin dans la construction européenne à travers la monnaie unique, d'aller plus loin dans la réconciliation franco-allemande à travers le geste symbolique de la main tenue d'Helmut Kohl, c'est rien. Bon. Et d'ailleurs, pourquoi faudrait-il, lorsque la gauche gouverne, que l'on exige une copie presque immaculée, absolument pure, comme si aucun événement ne venait parfois contrarier la volonté des gouvernements, et qu'on n'exige pas d'autres? Lorsque Lionel Jospin gouverne et met en place les 35 heures, met en place des dispositions de modernisation de la vie politique française, c'est rien. Et lorsque François Hollande rétablit la retraite à 60 ans pour les carrières longues, met en place le mariage pour tous, intervient au Mali contre les terroristes, met en place la COP21 dans un contexte d'urgence climatique, c'est rien. Ça n'existe pas. Et donc c'est un échec? Non, moi je ne partage pas du tout ce sentiment-là. En revanche, il y a toujours des gens qui, lorsque la gauche gouverne, considèrent que ça pourrait être plus à gauche. Généralement, ils ne gouvernent jamais, ceux-là. Et généralement, quand ils deviennent dominants, c'est la droite qui gouverne. Et elle gouverne pour longtemps. Et ça a toujours existé. Je vous invite à lire un discours qui a été prononcé par Thorez, qui s'intitule « Blum tel qu'il est ». C'est un discours qui a été prononcé par Thorez en 1939. « Blum tel qu'il est ». Allez lire ce discours. Vous verrez ce qu'on reprochait à Blum. Blum, dont personne ne conteste aujourd'hui les acquis sociaux, le Front populaire, etc. Personne ne viendrait aujourd'hui dire quoi que ce soit sur Léon Blum, à l'exception de quelques-uns qui ne l'aiment toujours pas et qui sont ceux que je combats. Mais à l'exception de cela, personne ne dit rien sur Blum. Mais allez voir le discours tenu par Thorez sur Blum en 1939. Le discours s'appelle, vous tapez Maurice Thorez, 1939, « Blum tel qu'il est ». Lisez l'article, le discours. Ça a toujours existé. C'est-à-dire que vous avez toujours des acteurs, quand la gauche gouverne, qui expliquent que c'est un échec. Parce que comme ils appartiennent à la gauche qui ne gouverne jamais,
parce qu'ils n'aspirent pas à gouverner, ils aspirent à donner des leçons, finissent par créer les conditions de l'avènement de la droite. Avec le temps qui passe, on reconnaît d'ailleurs, l'histoire fait son tri. Mais c'était très difficile de gouverner entre 2012 et 2017. Il y avait une crise de la zone euro, il y avait la volonté des pays conservateurs de l'Union européenne de sortir la Grèce de l'Union européenne, il y avait une crise terroriste, il y avait une crise migratoire, il y a eu tout ça. Lorsque on a voulu mettre en place le mariage pour tous, vous vous souvenez des manifestations? Vous vous en souvenez de ça? De la violence de ces manifestations? Et de la manière dont ça s'est passé? Vous croyez que ça allait de soi de mettre en place cette réforme? Elle a été faite. Donc moi, je ne partage pas du tout ce sentiment. Il y a des erreurs qui sont faites. Tous les gouvernements commettent des erreurs. Et il y a des erreurs qui doivent être dans l'inventaire que l'on fait du passage d'une sensibilité politique au gouvernement, identifiées et condamnées pour ce qu'elles sont. Mais je ne partage pas le sentiment de votre père, dites-lui. C'est plus compliqué que ça, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci d'être là. J'aimerais revenir sur vos propos au sujet de la polémique ayant eu lieu à Sciences Po Paris. Je pense que vous vous doutez que ça allait arriver. Je me permets de parler au nom des étudiants qui ont réagi à la suite de vos propos parce que je pense nécessaire de préciser que cette réaction, c'est pas une opposition à l'idée qu'on ne doit pas refuser l'accès à une conférence aussi importante à une personne sous prétexte qu'elle est juive. Je pense qu'au contraire, tout étudiant ici s'oppose fondamentalement à cet acte qui, s'il avait eu lieu, serait une forme d'antisémitisme qui mérite une sanction exemplaire. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, après les campagnes de récupération politique, il y a la réalité. Cette réalité, elle se trouve notamment dans un article du Parisien qui mentionne que l'étudiante qui aurait été victime de cet acte avait déclaré qu'elle avait entendu de la part de quelqu'un que quelqu'un d'autre l'aurait traité de sioniste, ce qui déjà nuance le sujet. Aussi, après des discussions avec des personnes présentes sur place, des étudiants et des professeurs de Sciences Po Paris mentionnent le fait que l'étudiante avait été remarquée car elle prenait des vidéos des étudiants pro-palestiniens qui étaient postées sur les réseaux sociaux et qui engageaient des formes d'harcèlement par des pro-gouvernements israéliens. Je précise aussi qu'à la suite de cette altercation, l'étudiante aurait été autorisée à entrer dans la salle, à savoir que la conférence à ce moment-là portait sur la distinction entre sionistes et juifs et sur l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Alors, ma question, finalement, c'est comment lutter contre la désinformation et ne pas accepter l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement et les médias lorsque l'on souhaite faire prévaloir nos valeurs de gauche. La version que vous donnez n'est pas celle qui m'a été restituée. Donc, il y a une enquête actuellement à l'intérieur de Sciences Po, et cette enquête permettra soit de rétablir les faits s'ils sont ce que vous dites, soit de prendre des sanctions s'ils sont ce qu'on m'a rapporté. Mais il n'y a pas que cet événement. Quelques semaines avant, il y avait eu à l'occasion d'une manifestation féministe des femmes de confession juive sorties de cette manifestation. La personne ne le conteste. Est-ce normal? Ben voilà. Donc nous sommes d'accord. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'il y ait suffisamment de ressorts dans la société française de sentiments républicains pour faire en sorte que quiconque a une religion qu'il pratique dans un pays laïque selon son choix, à condition que cette religion n'aspire pas à un totalitarisme, puisse la pratiquer librement, que personne ne soit discriminé en raison de ses choix philosophiques, politiques, religieux. C'est l'héritage républicain, c'est l'héritage universel, et qui est suffisamment de cœur ardent dans la société pour n'accepter que personne ne soit victime de ces discriminations. C'est ça. Moi, je ne souhaite pas que... la désinformation, je l'ai subie moi-même. Hein. J'en suis victime de la désinformation. Vous voyez, quand M. Mélenchon... Vous pouvez là aussi, vous tapez Mélenchon, Rémi Fraisse, Bernard Cazeneuve, Assassin, vous avez en direct sur le journal de France 2, un soir de mai 2017, une accusation de Jean-Luc Mélenchon à mon égard, qui est une accusation diffamatoire et abjecte. L'attaque en diffamation, il dit, mais c'est très bien, on va pouvoir établir la vérité. Mais quand le juge d'instruction lui envoie les convocations
il ne se rend pas devant le juge d'instruction. Et quand le juge d'instruction demande la levée de son immunité parlementaire, il est protégé par qui? Par les parlementaires de la majorité qui ne la votent pas. Donc moi, la désinformation, je sais ce que c'est, j'en étais victime de la part de ces acteurs. Et je les combats aussi pour ça. Parce que moi, je ne dirai jamais à l'égard d'un opposant, fût-il Jean-Luc Mélenchon, ce que Jean-Luc Mélenchon a pu dire à mon égard. Jamais. J'ai une trop haute idée de ce qu'est la démocratie et la vérité pour le faire. Donc je ne le ferai jamais. Et donc s'il y a de la désinformation, il faut impérativement que ceux qui sont en situation de lever le voile sur la désinformation le fassent. Il y a des journalistes pour ça, il y a des organisations non gouvernementales, il y a des avocats, il y a des militants, et la vérité finit toujours par survenir. Elle finit toujours par apparaître. Donc moi, ce n'est pas la désinformation que je cautionne. C'est une forme de complaisance à l'égard de l'antisémitisme et du racisme qui m'inquiète. Parce qu'il n'y a pas que cet événement-là. Vous comprenez? Cet événement-là n'est pas le seul qui s'est produit. Vous avez raison. Je pense que l'esprit de nuance doit absolument prévaloir en toutes circonstances. Et j'aimerais que tous ceux qui, par leur expression publique et leur outrance, s'en montrent incapables, soient capables d'entendre votre leçon de sagesse. Parce que quand c'est moi qui l'exprime, ils sont moins enclins à le faire. Peut-être que si c'est vous, ils vous écouteront davantage. Mais je souhaite effectivement que cela se produise. Parce qu'une société sans nuance, une société dans laquelle la radicalité, l'outrance, l'emportement président à tout, est une société dans laquelle il n'y a plus d'altérité. Il n'y a plus de respect de la position de l'autre. Et vous remarquerez que nous sommes dans une période de radicalisation des positions, de confrontation plus violente. Et c'est ça que je déplore. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas que la gauche soit dominée par des formations politiques qui raisonnent ainsi. Je ne le souhaite pas. Pour des raisons qui tiennent au fait que je suis, au fond, tout à fait en accord avec ce que vous venez d'exprimer. Mesdames et messieurs, Monsieur Cazeneuve, nous sommes à court de temps. Les questions sont malheureusement terminées. Je peux en prendre une ou deux encore. Hein. Eh bien, une ou deux encore, finalement. Cette conférence n'est plus terminée. Bonjour Monsieur Cazeneuve. Vous aviez évoqué la responsabilité de LFI quant à la montée de l'extrême droite. Mais vous êtes venus nombreux ce soir. Je suis neutre dans ma question. Est-ce que vous pouvez expliquer la montée de l'extrême droite, qui est un parti anti-système, par un autre parti anti-système? Est-ce que vous ne pensez pas que l'alternance de la droite et la gauche au pouvoir a pu en quelque sorte dégoûter les citoyens français, dont le père de mon camarade, et que ces citoyens cherchent d'autres possibilités, dont Emmanuel Macron et peut-être les extrêmes comme l'extrême droite ou l'extrême gauche? Mais j'ai une vision très différente de la vôtre. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ces candidats soient anti-système. Je pense que ce sont les piliers du système. Parce que le système a changé. Précisément parce que la nuance est partie, la numérisation a fait son œuvre, que le tweet est devenu le vecteur du message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de la politique, c'est l'usage de la phrase brève au service des idées courtes. Ça s'appelle Twitter, avec le nombre de followers que vous calculez après que vous avez exprimé la phrase. C'est ça le système aujourd'hui. Et ce qui est anti-système, c'est ce qui résiste à ça. Il y a un processus de numérisation de la vie politique, de narcissisation des comportements, d'instantanéisation d'expression de la pensée, de spontanéisme intellectuel, pour peu qu'on puisse adosser l'épithète d'intellectuel à ce spontanéisme, qui fait que la pensée nuancée, qu'on déploie dans le temps, à laquelle on donne le temps de se déployer, est devenue très difficile à valoriser. Et ceux qui sont anti-système sont ceux qui cherchent à reconstituer les faits, qui prennent le temps de la pensée se déployant, de la pensée rationnelle, qui sont dans l'esprit de nuance. Ce sont ceux-là, les acteurs anti-système. Ce ne sont pas ceux dont vous parlez, parce que ceux dont vous parlez sont au cœur du système et en vivent désormais. Mais il n'y a plus de parti aujourd'hui, de toutes les façons. Ceux qui sont allés au gouvernement sont extraordinairement faibles. Ceux qui gouvernent
n'ont pas encore pris conscience de leur faiblesse, mais les résultats des élections risquent de leur faire prendre conscience de cette faiblesse. Et il ne reste que des poussées populistes ou des forces populistes. Et ces forces populistes sont devenues des forces structurantes du système. Et la partie centrale du système, c'est-à-dire la partie qui gouverne aujourd'hui, s'est beaucoup accommodée de ces populismes et de cette outrance, parce qu'elle y a vu un extraordinaire moyen de se maintenir au pouvoir. Donc le système, c'est l'ensemble de ces forces qui se tiennent par la barbichette et qui font en sorte que rien de ce qui pourrait incarner une vraie modernité ne surgisse. Pour moi, la vraie modernité, c'est l'esprit de nuance. Pour moi, la vraie modernité, c'est la recherche absolument exigeante des faits et de la vérité en toutes circonstances pour faire en sorte que on puisse créer les conditions d'une société maintenant son unité et n'allant pas dans le sens d'une fracturation qui conduira les citoyens à se faire face les uns aux autres. Et donc, ce qui est anti-système, pour moi, est ce qui résiste à cela, c'est-à-dire à l'extrémisme, à la radicalité, à la numérisation, aux fake news, aux emportements, aux effets de meute, etc. Oui. Je prends une dernière question. Qui veut la poser, la pose. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Ne trouvez-vous pas que lorsque vous avez quitté le PS suite à la création de la NUPES et que vous critiquez la France Insoumise, qui est le premier parti de gauche aujourd'hui en France, vous participez à la montée de l'extrême droite, surtout à 3 ans des élections présidentielles, et à l'extrême droite, au FN, etc. Donc, le raisonnement qui sous-tend votre question, c'est pour résister à l'extrême droite, il faut accepter la domination de LFI sur la gauche et se rallier à cette union, c'est ça? La NUPES, oui. Enfin, la NUPES, c'est pour moi une alliance sous la domination de LFI. Moi, je n'ai aucun problème pour l'union de la gauche, j'ai un problème avec LFI. Voilà. Et LFI, pour moi, n'est pas un parti de gauche, c'est un parti extrémiste. Voilà. Et toutes les positions qu'ils ont prises au cours des derniers mois sont des positions qui, sur le 7 octobre, sur la police tue, sur le travail, sur l'Ukraine et Poutine, sur Maduro en Venezuela, sont des positions qui sont des positions que je ne peux pas soutenir. C'est pas ça la gauche. Pour moi, la gauche, c'est Blum, c'est Badinter, c'est Jaurès, c'est Mendes, c'est pas Maduro, c'est pas Madame Panot et c'est pas Monsieur Mélenchon. Voilà. Et la domination de ce parti sur la gauche condamne la gauche à ne jamais revenir au pouvoir. Elle condamne le pays à la droite et à l'extrême droite. Et elle condamne même le pays à l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Et quand on se rendra compte de cela, il sera trop tard. Donc, moi, je ne suis pas favorable à une alliance qui les installe. Je ne peux pas être favorable à une alliance qui les installe. Moi, je suis favorable à un discours, à une ardeur républicaine, à une pensée claire qui les évite. Et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé en termes de comportement depuis la constitution de la NUPES et sous la loi travail, etc., a contribué à nourrir, d'ailleurs comme un certain nombre des réformes portées par le gouvernement. Je n'exonère pas le gouvernement de sa responsabilité. Et d'ailleurs, si je parle du système en mettant dans le système l'ensemble de ces acteurs, c'est parce qu'ils ont intérêt. Ils ont un intérêt commun à l'existence de chacune des parties du paysage politique. Mais le jour où on s'en rendra compte de ce que le système a engendré, il sera trop tard. Parce qu'une grande majorité de Français ne sont pas dans cette approche-là. Ce n'est pas vrai. Ce qui a conduit Mélenchon à faire le score qu'il a fait aux élections présidentielles, c'est plusieurs choses. C'est d'abord son talent personnel. Parce que moi, je le combats, mais je lui reconnais du talent. Je le combats, mais je ne l'insulte pas. Je pense d'ailleurs qu'on ne combat pas bien ceux dont on ne partage pas la pensée en s'en prenant à eux en tant que personne. On peut s'en prendre à leurs idées, à leurs conceptions, à leurs convictions, mais pas à eux en tant que personne, ce que Mélenchon ne fait pas. Et ce qui explique une grande partie de mon désaccord avec lui. Moi, je lui reconnais du talent, je ne m'en prends pas à lui en tant que personne, je conteste son positionnement, je conteste ses prises de position et je le fais en argumentant. Et je le fais en argumentant, mais aussi en me fondant sur des faits. Mais
je pense que sa domination sur la gauche aura pour conséquence de rendre impossible l'union de la gauche, conduira un très grand nombre de Français à ne pas se reconnaître dans cette union et à aller voter ailleurs. Et s'il devait y avoir un second tour entre un candidat républicain et Le Pen, en 2017, Mélenchon ne s'était pas prononcé. En 2022, il a dit « aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen ». Et moi, je ne sais pas ce que font des électeurs radicalisés par des années d'outrance s'il y a un second tour de cette nature. Et ça m'inquiète. Et c'est pour ça que j'exprime cette préoccupation. Je l'exprime pas par hostilité à une personne. Moi, je n'ai pas d'obsession de personnage, pas d'obsession de LFI, mais j'ai un problème de fond. Un problème avec les valeurs, avec les principes. Et d'ailleurs, quand Mélenchon, je retourne votre argument, quand nous gouvernions dans les plus grandes difficultés et que Mélenchon s'opposait au gouvernement en disant ce gouvernement, c'est pas la gauche, personne ne reprochait à Jean-Luc Mélenchon de tuer l'union de la gauche, personne. Tout le monde trouvait ça normal. Mais quand il devient dominant, qu'on dit attention, ce qui est en train de se passer est très dangereux, compte tenu du fait que l'extrême droite est à nos portes, là, on serait coupable. Pourquoi ? On a gouverné pendant des années avec son opposition. Il a tout fait pour fracturer la gauche quand elle gouvernait. Moi, quand je mettais 20 000 migrants dans le dispositif national d'asile à partir de Calais sans faire intervenir une force de l'ordre, 20 000, dans 570 centres d'accueil et d'orientation en France, dans des bâtiments en dur où on pouvait manifester notre solidarité et les mettre dans le dispositif national d'asile. Ils manifestaient au motif qu'on organisait la déportation des migrants à partir de Calais. La personne lui disait « mais attendez, c'est très difficile ce qu'on fait là, c'est compliqué ». Personne lui disait « vous remettez en cause ce que fait la gauche ». Non. Mais quand on dit, au moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir et où les outrances de Mélenchon aboutissent à la rendre respectable, faites attention, c'est dangereux, là, on ne sait pas bien. On est contre l'union de la gauche, c'est curieux quand même comme raisonnement. Ce qui fait que cette domination de LFI sur la gauche est dangereuse, c'est qu'elle met le centre de gravité de la gauche à un endroit où il y a beaucoup moins de Français. Et d'ailleurs, vous verrez les résultats de LFI aux élections européennes, parce que les gens commencent à se rendre compte quand même que tout ça est un peu compliqué. Donc voilà, ma position, c'est précisément parce que je ne veux en aucun cas de l'avènement d'extrême droite que je m'inquiète de cette domination. Parce qu'effectivement, elle désinhibe. Et elle donne de la respectabilité à des gens qui n'en méritent en aucun cas. Très cher Voilà. public. Je parais très très près du micro. Très cher public, Monsieur Cazeneuve, nous sommes malheureusement à court de temps. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Cazeneuve. Et nous tenions également à vous remercier au nom de l'Association des rencontres.